Et oui, l'histoire, les Mongols, l'Empire. Et il y a beaucoup de choses à dire, c'est un sujet complexe, mais je me suis dit que en introduction, je vais parler de toute autre chose, d'une information en histoire que j'ai appris récemment et que j'ai trouvé ça très, très drôle. Et j'en ai fait un petit quiz, donc si la diapo peut être affichée. La question est simple. Parmi ces 4 animaux, lequel a été le plus important pour la conquête de l'Amérique par les Espagnols? Petit A, le chien. Petit B, le cheval. Petit C, le cochon. Ou petit D, la vache. J'ai déjà vu la réponse, donc je la sais. Même Oui, si oui. Voilà. Donc je ne dirai rien, mais... La réponse un peu facile, ce serait le cheval, mais du coup, j'imagine que c'est pas ça. Moi, faire des quiz pièges, Attends, ça ressemblerait connaissance, pas, ouais. c'est oh là là, c'est les 4, ou alors oh là là, c'est aucun. Moi je dis, le petit cochon, il est tout mignon là. Moi, On va le manger. Le cochon. je voulais dire le cochon, du coup, je vais dire la vache. Allez, le chien. Et dans le chat, est-ce qu'il y a des propositions? J'en vois pas encore, mais faut pas hésiter à participer. Hein. Ouais, c'était je vais demander ma note. Alors, 11, le canard. Ça prévu d'autres réponses, évidemment. Non, c'est... Je sais pas, hein. Je sens le piège, je sais pas pourquoi. Bon, bah, il n'y a pas de réponse dans le chat, donc... le dogo. Bravo le chat. Ah si. Il y a tout sauf la réponse du cheval. Ok. Bon, alors je pense que on peut déjà éliminer la première réponse qui est simple et efficace. C'est pas les dogos, donc on peut passer un petit coup. C'est pas les dogos, c'est pas le chien. C'est parce que le chien, c'est un animal de compagnie. Il y a eu des fois des chiens de guerre. Les chiens ont participé à des guerres. Mais le chien, c'est sympa, mais ça n'a jamais fait des conquêtes, ça n'a jamais colonisé quoi que ce soit. C'est tout gentil, c'est tout mignon, c'est le meilleur ami de l'homme. Et donc, ça ferait pas de mal à d'autres hommes. Moi, dans Rome Loire, avec mes hordes de chiens, j'allais envahir des cités. Hein. On parle d'histoire. Là, c'est vraiment des faits qui sont passés. C'est pas voilà. Non, et autre proposition qu'on peut enlever tout de suite, c'est aussi les vaches. Hein. Tu peux passer. Hop. Non, c'est pas les vaches, parce que les vaches, c'est bien pour manger, pour avoir du lait, du cuir. Ouais, c'est bien, mais bon, ça met du temps à grandir, ça demande beaucoup de bouffe, c'est encombrant, ça demande pas mal de soins des fois. Donc, non, c'était pas pour eux. Mais alors, il nous reste quoi? Le cheval et le cochon. Non, mais bon, c'est sûr, la réponse est claire et simple. Tout le monde n'y a pas pensé, hein, donc la diapo suivante. C'est pas le cheval. Quoi? Oui, c'était le cochon. Le cochon. Alors déjà, c'est pas vraiment une compétition de qui a été le meilleur ou quoi que ce soit. C'est juste, j'ai essayé d'en faire un quiz. Le cheval a aussi été très important pour les Espagnols parce que c'est une arme de guerre formidable. Hein. Bien sûr. Les cavaliers sont une unité militaire essentielle dans toutes les batailles dignes de ce nom. Il n'y a pas de chevaux là-bas, non hein. Oui, c'est les Européens qui sont arrivés avec leurs chevaux et c'est d'ailleurs comme ça que les populations indigènes ont été impressionnées au premier abord, c'est que des hommes en armure de fer toute brillante sur des chevaux, des animaux qu'ils n'ont jamais vus. Ils connaissaient pas. C'était un choc. Ouais. Et alors pourquoi le cochon? Et comme l'expression le dise, tout est bon dans le cochon. J'allais dire copain comme cochon. aussi. Non, tout est bon dans le cochon. On peut le manger, on peut utiliser son cuir, on peut utiliser sa graisse, on peut utiliser même ses intestins pour conserver la nourriture. Franchement, c'est un formidable couteau suisse alimentaire sur pattes. Mais en plus, si on rajoute du fait que le cochon, c'est pas très encombrant, c'est omnivore, donc pour un long voyage en bateau, t'as pas besoin d'avoir une grande nourriture ou avoir une nourriture très, très sélective. Hein. Ça peut manger des restes de repas. Voire des excréments dans le pire des cas. C'est aussi un animal qui se reproduit vite, qui a de grandes portées. Hein, les minces... les truies, merci. Ont beaucoup de petits cochons à chaque portée. C'est donc un formidable outil pour faire beaucoup de nourriture très rapidement. C'est un frigo sur pattes. Et un frigo qui en plus est trop content en Amérique. Il y a peu de prédateurs en Amérique. Mais oui, c'est trop mignon aussi, ces bestioles. On fait des films sur lui. Oh là là. Et c'est très intelligent aussi. Et ce qui fait que
on combine ces deux facteurs où s'il est très content en Amérique et très intelligent, bah, des fois les cochons s'échappaient. Et ils s'échappaient de la guerre des Espagnols. Ah. Et bah, des fois, c'est simplement, il était adopté par les indigènes qui étaient bien contents de découvrir un nouvel animal qui grandit super vite, qui est super bon. Bah, tous les Amérindiens étaient trop contents. Ouais. Et en plus, il y a même des histoires que les Espagnols, dans leur conquête vers l'ouest, se sont retrouvés à débarquer en Amérique, sur la côte est, se sont déplacés vers l'ouest, et les cochons qui s'étaient échappés au départ, bah, ils étaient déjà là quand ils sont arrivés. Les cochons se sont tellement multipliés qu'ils étaient là avant que les humains, des fois, arrivaient, les ils Européens avaient- arrivaient. Ah ouais. C'était Et, répandu. Ça, Oui, c'est des et- cochons, ça. et voilà, ça, c'est des faits historiques assez incroyables que je voulais partager. Et même, ça a été utilisé dans les conquêtes des certains conquistadors contre les Aztèques ou les Incas, où bah, ils utilisaient simplement les cochons, ils les emmenaient et ça servait de nourriture, de ravitaillement pour les soldats. Ouais. Donc, les merveilles du cochon, la prochaine fois que vous voyez un cochon, faites attention. Derrière chaque cochon, il y a un conquérant en devenir. Mais dis-moi, Jamy, Conquérant pour l'abattoir. quel est le lien avec les Mongols? Il y en a aucun. Ah, C'est cool. juste un fait C'est un peu historique vrai, que j'ai découvert. Je voulais partager. Petite chronique introductive. Voilà, c'est le petit quiz qui met en jambe pour montrer que l'histoire, c'est toujours marrant. Bon, on va pouvoir passer à la diapo suivante sur l'Empire mongol. Petite vulgarisation de l'Empire mongol tel que je veux vous le présenter. Et avec la diapo suivante, c'est juste une image d'illustration, mais je voudrais, avant de commencer plus que ça, vous poser la question, qu'est-ce que vous savez sur l'Empire mongol? C'est pour déterminer sur qu'est-ce que vous connaissez, quand on vous dit mongol, qu'est-ce que vous pensez? Gengis Khan, et c'est tout. Pareil. Moi, je Voilà. dirais Mulan. Ouais, dans Ah, Mulan, alors. il y a des Mongols. Oui, c'est vrai. Alors, Mulan, c'est pas vraiment mongol, c'est C'est les chinois. Huns. mais- Je sais, mais Mulan, elle est mongole. Oui, mais c'est pas un problème. C'est... Qui envahissent Mulan. Non, Oui, c'est vrai. les Chines. Non, c'est les... Mais c'est les 1, non? Ah bon? Euh, Bah, je dans ne Mulan, connais pas c'est assez Léon. bien l'histoire de Mulan. Bonne question. La Attends, Grande je Muraille de Mulan. Chine. Attends, je- attends. La chanson, c'est c'est les pour uns, défaire les 1. Ah, c'est les 1. Ah, c'est les 1. C'est les On 1. m'a menti toute T'as ma menti vie. tout le long. C'était pas les Terrible Mongols. désillusion. Mulan, c'est un peu toute l'Asie MDR. Ouf. Oh là là. Merci, Qui Seb. c'est Ah qui non, a, s'il qui a l'avait. dit ça? C'est dans le chat. Bah, il a dû Ah le ouais. voir et bah, il Ah ouais, Les les 1. Cavaliers, la Grande Muraille Ouais, de mais Chine. Ok. Les 1, c'est. Ah oui, ils ont mélangé Oui, un bah peu. Disney, ouais. Bon, c'est bon, ils sont bridés. Oui, ok. Tu peux pas Oh, dire c'est ça. bah, bon. Je Oh, reprends ouais, en c'est main la Disney, chronique on avant que ça parte Ah oui, du point de vue en Disney. chronique sur Mulan. Mais à notre Et, moi, je ne connais rien. Moi, je suis là, donc tu peux y aller. Donc, je suis content, je vais pouvoir vous apprendre plein de choses sur les Mongols. Et avant toute chose, bah, diapo suivante, pour avoir quelques faits historiques, où ça se trouve et quand ça s'est passé. Alors, j'ai piqué ce GIF sur Wikipédia, j'en suis très content. Ça montre toute l'expansion de l'Empire mongol, qui est l'empire le plus grand de l'histoire de l'humanité continue. C'est très important, parce qu'il y a eu plus grand, c'est l'Empire anglais, qui a été le plus grand empire de l'histoire de l'humanité, mais c'était à travers différents continents, à travers différentes mers. Donc Pas ça compte possible. Les Anglais, non, je crois pas. Non, mais voilà, c'est quelques dates avec quelques khans. Donc le khan, c'est le chef chez Mongol, c'est l'équivalent d'un roi, d'un empereur, avec Genghis Khan, le plus connu d'entre eux, mais aussi d'autres noms qu'on va voir, Ojedai, Monkey et Kubilai Khan, qui sont tous des personnages assez importants dans l'histoire de l'Empire. Non, en 90 ans, ils ont conquis la moitié de l'Asie, quoi. C'est Ah solide. Ouais, c'est assez impressionnant et c'est beaucoup de Belle conquêtes perf. et de génie militaire. Belle C'est perf. impressionnant. Et comme vous pouvez voir aussi sur la carte, l'Empire à son apogée, ça part de l'est de la Chine et de la Corée jusqu'à l'ouest, ça peut aller au Moyen-Orient, en Turquie, Ça va jusqu'en Pologne, Ukraine non? actuellement. Ouais. Oui, il y a eu quelques histoires, Ouais. mais la Pologne Toute ça n'a pas l'Ukraine, été ouais. longtemps regardée. Ok. Donc voilà. Aussi une diapo suivante, parce que
je vais en parler en bien des Mongols, mais il faut savoir aussi que c'est pas des enfants de cœur. C'est des Euh, fifs et coquins. voilà une estimation minimale et maximale pour plusieurs conflits à travers l'histoire de l'humanité. Oh là là. Dans le Ah top ouais. 3, le deuxième conflit le plus meurtrier de l'histoire de l'humanité, c'est l'Empire mongol en général. C'est 200 ans d'histoire de conquête et d'invasion. Donc c'est relativisé par rapport à des événements comme la Seconde Guerre mondiale qui a duré que 6 ans. Mais ça a fait entre 30 et 70 millions de victimes sur 200 ans. Putain. Ah oui, alors là, ça, je m'y attendais pas. Hein. C'est colossal quand même. Oui, c'est Plus pas que la des Première enfants Guerre. de cœur. Putain. Ah ouais. Plus que la Grande Oui, Guerre, alors là. Oui, j'ai mis quelques d'autres Ah, guerres assez connues en France, hein, les guerres napoléoniennes, les guerres de 30 ans, la guerre de religion, donc la Saint-Barthélemy, je pense que ça doit vous parler. C'est une guerre de religion entre protestantistes et catholiques. Et la colonisation de l'Amérique, bon, il y a une grosse différence entre ces deux estimations minimales et maximales, mais c'est encore plus compliqué de calculer le nombre de morts dus à la colonisation. Voilà. Estimé par les Amérindiens et estimé par Donald Trump, quoi. C'est à peu près ça, non Par les syndicats et par la C'est police. ça. C'est ça. Oui, mais c'est aussi le problème du calcul. Est-ce que tu considères aussi toutes les guerres qui ont mené à capturer des Bien esclaves sûr. en Afrique? À Évidemment. quel Ouais. début la colonisation commence? À quelle fin ça finit? Parce que Ouais. c'est quand est-ce que ça se finit? Et c'est pas mal de facteurs, donc c'est pour ça qu'il y a une si grande Ouais, ouais. différence. Est-ce que ça a vraiment existé après tout? Et un autre fun fact, enfin fun, je mets entre guillemets, c'est que le troisième conflit le plus violent de l'histoire de l'humanité, c'est une guerre civile chinoise qui a commencé juste parce qu'un gars a halluciné d'être le frère de Jésus-Christ. Voilà, vous faites de ce que vous voulez de cette information. Ah Et c'est ouais. ça la c'est révolution ça des tappings. ouais, C'est le début. C'est la troisième là. Ah oui, d'accord. C'est comme ça que ça a commencé. Et après, c'est bien plus de politique derrière, mais C'est une moyenne après, du coup, qui fait la. C'est la moyenne qui fait l'ordre, on va dire, de. Non. Ah oui. j'ai juste, ouais, c'est à peu près la moyenne, l'estimation moyenne, mais je l'ai pas mis D'accord. parce que je préférais minimal, maximal pour donner plus un ordre de grandeur. Ok, Ouais, ok. Et voilà. Et aussi, j'ai pas mis plein d'autres guerres civiles chinoises. Il y en a 3-4 autres qui sont aussi dans le classement des top 10 conflits les plus meurtriers de l'histoire de l'humanité. Top 10. C'est assez malheureux qu'il y ait autant de gens qui sont morts. Ouais. C'est Le clair. quatrième va vous surprendre. Donc voilà, vous avez des faits historiques à peu près, vous avez un peu en idée ce que c'était l'Empire. Alors, on va maintenant commencer avec tout ce qui était avant l'Empire, à la diapo suivante. Avec qu'est-ce qu'il y avait avant cet Empire mongol. Déjà, il faut savoir que les Mongols, c'est avant tout plusieurs clans, plusieurs peuples, et qui sont simplement assez communs en Eurasie, dans les steppes. C'est des peuples nomades qui vivent du bétail, de l'élevage de bétail, et d'être nomades, de se déplacer d'endroit à endroit pour fuir l'hiver très dur dans les steppes, ou l'été des fois très chaud. Et en fonction des migrations, ils aussi profitent de la chasse, ils sont d'excellents chasseurs. Et donc c'est dans ce contexte que beaucoup de peuples d'Eurasie ont développé la tendance à aller piller ses voisins sédentaires. Ça apporte richesse, ça apporte aussi un meilleur confort de vie, souvent de piller ses voisins du sud. Et c'est pas quelque chose de propre aux Mongols. Je pense que si je vous parle des Huns, les Huns, c'est aussi un peuple Chine. d'Eurasie. Les Milan. fameux Ouais. Milan. Oui, voilà, on en parlait. Ça y est. Ça y est. Et on c'est pas reboucle. les seuls, c'est les plus connus, mais il y a eu d'autres peuples d'Eurasie. Je vais pas tous faire la liste, mais certains, vous les connaissez, c'est les Hongrois et les Turcs qui viennent aussi d'Eurasie, et qui avant de s'installer en Europe, étaient des peuples nomades. Donc c'est au fil des migrations que des peuples se forment, et le contexte avant l'avènement de Gengis Khan, c'est que il y a une confédération assez instable entre les différents peuples mongols, les Tatars, les Merkites, et d'autres noms que je ne veux pas vous demander de retenir, parce que moi-même je ne les retiens pas. Mais c'est complexe, mais dites-vous qu'il y a plusieurs clans qui s'affrontent à travers des alliances politiques dignes de Game of Thrones, avec des massacres dignes aussi de la série. À la diapo suivante, on va parler maintenant de l'homme de la situation, l'homme qui est le plus connu, c'est pas pour rien,
Gengis Khan, qui est né sous un autre nom, Temujin. J'ai peut-être une mauvaise prononciation. Tous les noms futurs seront mal prononcés, je le garantis. Donc, le jeune Temujin vit dans la steppe mongole et il est né ce qu'on estime entre 1155 et 1162. C'est dur de déterminer précisément parce qu'il n'y avait pas de registre par oiseau comme en Europe ou d'autres endroits pour tenir compte de qui naît et qui meurt. Et donc, c'est dur de déterminer, mais on sait qu'il est mort en 1227. Il a laissé aussi un bon début de dynastie d'une grande famille, comme vous pouvez voir de l'arbre généalogique que j'ai piqué d'une vidéo que j'ai mis en source, avec beaucoup de noms que je vous ai présentés, Ogedai, Luyuk, Monkey et Kubilai, et aussi quelques noms que pour l'instant vous ne connaissez pas, en tout cas je pense, avec la Golden Horde, la Horde dorée, le Khanat de Chagatai et la dynastie Wan. Vous inquiétez pas, tout sera appris en temps et en heure. Mais pour savoir, l'essentiel de savoir sur Gengis Khan, c'est qu'il y a eu une vie de merde. Quand je dis une vie de merde, c'est que son père a kidnappé sa mère, qui ensuite s'est marié, et qui a eu ensuite plusieurs enfants, dont Temujin, et que la vie de Temujin, c'est triste. C'est la vie normale de la vie d'un garçon en steppe. C'est se faire attaquer par les clans adverses, c'est d'avoir son père qui est tué pour des raisons politiques, de se réfugier chez son oncle et se mettre en tant que vassal auprès de son oncle pour pouvoir être protégé lui et sa famille. C'est sa promise, Borké, qui est encore jeune enfant et est promis à lui-même qui était jeune enfant, et dont il doit travailler pour sa belle famille, pour pouvoir mériter, selon la culture mongole, mériter de se faire marier, et d'avoir finalement aussi devoir gravir les échelons de la hiérarchie mongole, et en plus de se faire kidnapper sa femme peu de temps après s'être marié avec elle, que cette femme se fasse violer, et que son enfant qui résultera de sa femme est un enfant illégitime, mais que Gengis Khan acceptera quand même en tant que son propre fils qu'il adoptera. C'est une vie de merde. Eh ben, dis donc. C'est un gros morceau. Et encore, je vous ai passé toutes les parties un peu chiantes de toute la politique des clans qui sont massacrés, des attaques, des raids. C'est un bazar comme pas possible. Ah ouais. Et c'est une vie assez triste. Mais, au final, Temujin arrive à grimper les échelons, à devenir lui-même Khan, donc chef de son clan. Et ensuite, il part en quête de se faire des alliés, mais aussi des ennemis qu'il massacrera, et des alliés qui seront... Il massacrera aussi. Non, c'est vraiment des alliés. Quand il accepte en tant qu'allié, si t'es cool avec lui, il est cool avec toi. Ouais, c'est ça, il te menace de te massacrer ou il te massacre. Non, je rigole. Bref, arrivé j'ai perdu la date. Je l'ai pas noté. Depuis. Mais arrivé aux alentours de 40 ans, Temujin prend le titre de Gengis Khan après avoir unifié les tribus mongoles et tous les peuples adjacents vivant selon un mode de vie nomade, et donc prend ce titre de Gengis Khan, qui est dérivé de Chinggis Khagan, et qui a été transformé au fil de l'histoire et des langues en Gengis Khan, qui veut dire le Khan universel, le chef universel. Ok. Alors, quand il prend ce titre, c'est pas pour rien. C'est qu'il veut conquérir un peu tout le monde. Et c'est à partir de là que commence l'Empire tel qu'il va être connu, avec son armée et son savoir-faire militaire excellent qui feront de nombreuses conquêtes et de prises de villes. Et beaucoup d'empires souffriront de ces attaques mongoles. Mais avant de continuer, quelques petits faits aussi intéressants, c'est que dû à cette vie assez atypique, il y a quelques philosophies de la gérance de l'Empire qui vont faire que Gengis Khan va décider de certaines choses, d'avoir subi autant de raids, de pillages, de meurtres dans son entourage, fait qu'il va instaurer une loi, la loi mongole dénommée Yasa,
qui va punir bien plus sévèrement les différents crimes et délits et va instaurer la peine de mort contre beaucoup de délits qui n'étaient pas punis, comme par exemple le kidnapping ou le viol de femmes. Aussi, du fait qu'il a dû gravir lui-même les échelons de la hiérarchie mongole, il se rend compte qu'une méritocratie est importante pour avoir des généraux et une armée compétente. Et donc, il va s'entourer seulement de gens qui ont fait leurs preuves en tant que guerre ou en tant qu'administratif. Et donc, contrairement au sens péjoratif qu'on met souvent à méritocratie, l'Empire mongol était une véritable méritocratie où si tu étais compétent et que tu arrivais à le prouver, tu montais dans les échelons et tu avais plus de responsabilités. D'accord. Et enfin, dernière chose importante, Gengis Khan va instaurer un ordre militaire très important où il demandera à ses soldats de finir les batailles avant le pillage. C'est un problème qu'il a vu de nombreuses fois, soit chez l'ennemi ou chez lui, c'est que les soldats avaient toujours, une fois la bataille à moitié remportée, se précipitaient pour aller piller le camp adverse et souvent menaient des fois à des déroutes ou à encore plus de morts parmi son armée. Et donc, il y aura un pillage après la bataille qui sera ensuite équitablement réparti entre les différents soldats. Ça va pousser beaucoup de gens à être plus efficaces et plus ordonnés au cours des différentes batailles. Et donc, c'est avec un empire qui est édifié comme un véritable royaume et plus comme des peuples nomades indépendants qui va se mettre à la conquête du monde. À la diapo suivante. Et donc, je vais vous parler aussi de son armée. L'armée mongole qui est édifiée par Gengis Khan se rapproche beaucoup de l'armée romaine dans ses divisions. Les noms mongols sont Arban, Jagun, Mikan et Toumen, mais on les connaît mieux sous les équivalents romains avec Contubernium, bon, c'est pas très connu, mais Centurie pour les Centurions. Je pense que si vous avez lu Astérix, ça vous parle. Les cohortes, qu'on a un nom qu'on utilise même en français, et les légions, qui n'étaient pas simplement la légion romaine, mais c'est simplement des groupes d'hommes. Bon. La taille de soldats dans une légion a beaucoup varié au cours de l'histoire de l'Empire romain, donc j'ai pas mis de nombre, mais c'est souvent 4800 hommes. Autre chose importante, je vous ai parlé de méritocratie avec des généraux qui vont être très importants pour l'histoire. C'est des noms comme Subotai, Jebe, Djelme et Kubilai, pas son petit-fils, mais un autre Kubilai. Ce seront des généraux que je ne vais pas vous raconter leur histoire, mais qui ont été très importants pour de nombreuses batailles et qui mèneront à de nombreuses victoires éclatantes dans différents contextes. Enfin, l'énorme particularité de l'armée mongole, ce sont les cavaliers, qui a été dit plus tôt dans le chat, quand je demandais quand la mention de l'Empire mongol vous parlait, sont les cavaliers mongols, des cavaliers armés d'arcs, avec une technique très simple mais très efficace. C'est une technique de hit and run. Le nom va plus vous parler si vous jouez beaucoup aux jeux vidéo quelquefois. Le hit and run, ou qu'on va appeler technique d'harcèlement, c'est de simplement s'approcher de l'ennemi, décocher une flèche, s'enfuir, et l'ennemi n'a pas le temps de réagir ou de vous poursuivre pour pouvoir contrer cette tactique. Avec votre cavalerie légère, vous êtes plus rapide que des gens en armure sur leurs chevaux. Et s'ils ont le malheur de vous poursuivre, vous pouvez toujours leur tendre une embuscade. Et c'est ainsi que de nombreuses armées sont simplement amochées au fil du temps par ces différentes attaques à l'arc, à coups de flèche. Et les armées ne peuvent rien contre cette tactique. Les Mongols sont trop efficaces, sont trop forts à terrain découvert. Je pense qu'il y a une différence entre joueurs Minecraft et Mongol, mais je ne suis pas encore sûr. Donc, voilà pour les particularités. Il faut savoir aussi que c'est pas propre aux Mongols de se battre à l'arc sur des chevaux.
C'est une technique très appréciée des peuples nomades qui étaient d'excellents cavaliers, dû leur fait de leur vie de nomade, et qui étaient aussi d'excellents chasseurs à l'arc. C'est que de bon sens que ils ont adopté ces techniques pour affronter les armées adverses. Euh, je crois avoir tout dit. Oui, quelques petits chiffres importants. Il est estimé à l'apogée de l'Empire, il y avait à peu près 930 000 soldats à la solde de l'Empire. Presque 1 million. C'est pas une petite armée. C'est pas mal. Je crois Flo, que C'est énorme, ouais, pardon. Ouais. C'est énorme, c'est énorme. Putain, waouh. Ça fait beaucoup, là, non Enfin, oui, ça j'ai fait pas, pas beaucoup. crier. j'ai pas d'éléments de comparaison, on va dire, mais c'est colossal. Attends, je vais Bah, t'en donner. Légion Je romaine, cherche. l'armée romaine, c'était, bon, je pense quand même beaucoup plus, mais. C'est vrai Oui, que la Légion romaine, c'est un Ouais. exemple top aussi. Entre guillemets. Oui, bon, je prends les extrêmes là. Mais ça peut être intéressant quand même, hein, t'as raison. oui, Donc là, mais j'ai un les exemple. Romains, c'est une bonne comparaison. J'ai un exemple Ouais. via la source Wikipédia. Au 30 août 2022, l'armée américaine compte 1 200 000 personnes. Ah, 200 000, c'est un- 1 200 000. c'est intéressant comme point de comparaison. Ah oui, du coup, c'est vraiment énorme. Ouais. Ouah. Ok. Vous comprenez aussi pourquoi ils ont été aussi forts militairement. Ouais. Quand tu fais face à autant d'hommes, c'est dur de Oui, se ça doit battre. être un stratège de fou. Il y a un moment, le nombre. Et puis, si en plus, ils ont des techniques surprenantes, bah, ça va bien avec. Est-ce qu'en même Ouais. temps, genre, du coup, leurs soldats, c'était aussi les chasseurs et compagnie? Ils faisaient tout, du Non, coup. quand je Ouais, donne le c'était, chiffre de 930 000, c'est vraiment à l'apogée, donc c'est quand ils ont leurs propres cavaliers mongols, et Ouais. aussi plein de peuples Oui. qu'ils ont recrutés, et qui étaient de l'infanterie à pied, donc c'était vraiment une armée comme on pouvait s'attendre, avec des cavaliers, des soldats à pied, avec des épées, des lances, des arcs. Ah, mais du coup, Vraiment de c'était tout. vraiment juste des guerriers, c'était leur métier, guerrier, tout court. Oui, c'était Ah oui, vraiment Ok. C'était faire la pas genre, guerre. ils ont recruté aussi les fermiers, ils ont dit, allez, vous chassez, Non, non, Oui, non, ils donnent un oui. arc, et puis voilà, ouais, c'est Donc, vraiment guerrier. c'est d'autant plus fort. Oui, c'est vrai. Oui. oui, C'est- c'est une armée professionnelle. Ah ouais, ouais. Pas mal. Voilà. On pourra passer aussi à la diapo suivante. Avec une armée, qu'est-ce qu'on fait? On fait des conquêtes. Hein. Et avec cette conquête, bon, je vous remets ce magnifique gif. On va conquérir à peu près tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est des empires comme les Chinois, qui étaient à l'époque séparés en deux dynasties. La dynastie Jin au nord de la Chine, et la dynastie Song au sud. C'est aussi conquérir la Corée, qui était appelée à l'époque Goryeo. C'est conquérir des empires comme l'empire. Alors, je relis mes notes. Khwarezmien. C'est normal si vous en avez jamais entendu parler. C'est un empire très puissant et central, mais qui s'est effondré en un claquement de doigts par les Mongols. Hein. Ah ouais. Oui, j'ai même mis une petite animation, si la diapo suivante, si vous voulez. Cet empire était vraiment au centre de l'Asie. Voilà la carte que j'ai récupérée sur Wikipédia. Avec, comme vous voyez, c'est à peu près la mer Caspienne, tout ce qui est l'Iran actuel, tout ce qui est le Kazakhstan, ces pays-là, un peu d'Afghanistan. Et l'Empire mongol a conquéri ça d'un claquement de doigts. Diapo suivante. Petite animation que j'ai bien aimé le faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Hop. Je sais pas si... Ah, bon, il n'y a pas eu le temps, mais c'était le gif de Thanos. Bon, Ah, j'en étais sûr. ça a très mal passé. J'en étais sûr. C'est pour ça que je claquais des doigts. C'est ma blague. Ça ne veut pas. Un claquement de doigts. Non, mais on Oui. l'a. Il y a aussi eu bien d'autres royaumes qui ont souffert de l'Empire mongol. Par exemple, les royaumes tibétiens. Donc j'en étais. Oui, les Mongols foutent la misère à tout le monde. Ils ont conquéri beaucoup de royaumes et d'empires. Je me rappelle plus où je m'étais arrêté dans ma citation. Mais bref. Dites-vous que là où ils sont venus, ils ont vu, ils se sont dit, on va conquérir. Et ils ont vaincu. C'était une petite citation, voilà. Et avec notamment... J'ai pas la ref, ça vient C'est de moi. Ah, ok. Oui, j'aime bien citer...
pour le fort, domaine de l'histoire, j'aime bien citer notre président qui a eu beaucoup de citations inspirées. ouais, c'est vachement fort. Évidemment. Mais l'étape importante aussi de cette conquête, c'est le siège de Bagdad. Bagdad, de nos jours, c'est juste la capitale de l'Irak et on pense à la guerre en Syrie, à cette zone du Moyen-Orient beaucoup en conflit. Mais à l'époque, c'est un centre technologique, culturel, religieux, économique très important pour l'islam et les Arabes. Et les Mongols vont simplement raser la ville. Ils vont piller, ils vont saccager, ils vont Au moins. tuer beaucoup de ses habitants. Ah, il cherche Et- pas trop, hein. Ouais. Ouais, c'est Et clair, quoi. c'est souvent dans ces eaux-là qu'on estime la fin de l'âge d'or islamique, qui avait commencé avec toute la conquête des Arabes de tout le Moyen-Orient et du bassin méditerranéen, et qui avait été suivie par une grande époque de découverte scientifique et culturelle. Et donc, c'est un peu la fin. C'est le début de la fin plutôt. Ouais, ok. Et donc, les Mongols arrivent dans la région du Moyen-Orient et foutent encore plus de bazar. Et avec ça, quand ils conquièrent des nouveaux territoires, c'est pas juste, ils s'amusent à massacrer, c'est qu'ils proposent aussi un deal à chaque ville qu'ils rencontrent. Soit tu résistes, on gagnera quand même et tu te feras raser. Soit tu acceptes de te rendre. Et dans ce cas-là, on fera rien contre toi. Ta vie sera sauve. Et généralement, dans 90% des cas, la promesse était tenue quand la ville se rendait. Il y a eu quelques rares cas où les Mongols étaient trop furieux pour ne simplement rien faire. Et c'est aussi, les Mongols avaient la spécialité aussi de voler les idées des autres. Quand ils sont arrivés, comme c'était un peuple nomade, ils ne connaissaient pas le siège des villes. Ils savaient ce que c'était une ville, ils ne savaient pas comment prendre une ville parce qu'ils n'ont jamais essayé de conquérir. Et donc, ils ont très vite appris auprès d'ingénieurs chinois, perses, des techniques de siège, que ce soit des catapultes, des trébuchets, des béliers, savoir faire le siège d'une ville, c'est-à-dire entourer une ville pour éviter que des ravitaillements viennent la sauver. Et ils sont devenus experts en siège de la ville, et c'est cet apogée de cette expertise en siège, c'est la prise de Bagdad, cette ville très importante aux yeux des Arabes. Et donc, pour appuyer aussi cette promesse de destruction si la ville résistait, les Mongols étaient experts aussi dans la technique de la terreur, de propagande aussi, où ils aimaient bien tout raser, tout massacrer, et laisser quelques survivants pour qu'ils préviennent que les Mongols arrivent, Ok. qui vont massacrer tout le monde si on résiste. Donc, s'il vous plaît, on peut avoir la vie sauve. Et c'est comme ça que les Mongols ont réussi à gagner beaucoup de batailles sans jamais se battre. C'est la meilleure puissance militaire, celle que tu n'as pas besoin d'employer. Et oui, c'est la peur. Ils étaient devenus experts dans ce domaine. Donc, beaucoup d'empires sont simplement fait raser la gueule, mais il y avait quand même une vie sous l'empire, que ce soit pour les villes sauves ou simplement pour les habitants qui ne s'étaient pas fait massacrer, parce qu'ils ne massacraient pas 100% des gens. Et donc, à la diapo suivante, je vais vous présenter un peu ce qu'était la vie sous ce drôle d'empire. Donc, on a un empire qui fait toujours des conquêtes, qui fait beaucoup de guerres, mais il n'a pas le temps de s'occuper de beaucoup d'affaires internes. S'il y a une rébellion, ça fait un peu chier parce qu'on doit traverser tout l'empire qui est assez grand. Hein. Pas besoin de remontrer la carte. Ouais. Et donc, il y a quelques choses importantes que l'empire a décidé, que les différents clans ont décidé pour se sauver un peu la mise, d'éviter d'avoir des troubles ou en tout cas d'en avoir le moins possible. C'est le multiculturalisme. Le nom doit vous parler parce qu'on entend beaucoup parler quand, par exemple, on a des questions sur la laïcité de nos jours, mais simplement c'est accepter que toutes les cultures, toutes les religions peuvent être libres d'être exercées, et ce qui fait que la vie, après que les Mongols aient été conquis, sont venus, après que les Mongols ont vaincu, la vie est un peu comme d'habitude. La seule différence, c'est que maintenant on paye des impôts aux Mongols. Contrairement aux anciens dirigeants, on payait des impôts aux anciens dirigeants. Et donc, il n'y a rien vraiment qui change. Bon, à part pour les villes rasées. Bon, le changement est assez... Ça change un assez peu là. Ouais. Et donc, ce système assez ouvert, c'est assez paradoxal, un empire qui massacre tout, mais qui est « Ok, faites ce que vous voulez, je m'en fiche », qui est assez libertaire. Ça permet à des religions de
s'étendre à travers tout l'Empire, et c'est pour ça qu'on trouve des chrétiens en Chine, des musulmans un peu partout dans l'Empire, du bouddhisme en Asie centrale. C'est une grande ouverture d'esprit, et c'est, par exemple, il y a aussi beaucoup de mécénat de scientifiques, de tout ce qui est culturel. Comme beaucoup d'empires, ils aiment bien les sciences et l'art, c'est le prestige de tout ça. Et donc, il y a aussi eu quelques livres, on peut dire ça livres, mais d'œuvres littéraires, l'histoire secrète mongole, qui retrace l'histoire racontée du peuple mongol par des Mongols. Et aussi le nom, est-ce que je l'ai noté? J'ai oublié de noter sur mon papier, mais c'est un nom à rallonge incompréhensible, donc je ne pourrais pas le retenir. C'est aussi une autre œuvre littéraire assez importante de l'Empire mongol. Je m'en veux de ne pas l'avoir noté. Il y a aussi deux choses très propres à l'Empire qui sont sous vos yeux, mais que je ne vous ai pas encore présentées. C'est le tangrisme, qui est la religion des chamaniques, des nomades, mais tout simplement des Mongols, qui a sa propre mythologie, ses propres traditions que je ne vais pas vous présenter parce que je n'ai pas révisé là-dessus, mais c'est aussi un sujet à part entière. Et le YAM, ou aussi connu sous le nom de Orto, c'est un service de poste. Un service de poste très, très efficace. On peut l'appeler la poste mongole, où des relais étaient placés toutes les 30 km à peu près, et où des cavaliers simplement fonçaient et changeaient de cheval une fois arrivés au relais. Et souvent, les relais avaient plusieurs dizaines, centaines, voire milliers de chevaux selon l'importance du relais, et permettaient d'avoir une transmission de l'information excellemment rapide et d'avoir des informations sur l'ennemi, que ce soit par les éclaireurs ou les espions qui arrivaient très vite au Khan, quel qu'il soit dans l'Empire, qu'il soit en train de conquérir la Chine ou qu'il soit en train d'envahir la Perse. La poste, les informations pouvaient arriver à lui très rapidement. Ah ouais, le Meilleur que chrono Chronopost, possible. oui. C'est malin. Meilleur C'est que super tous malin. les services de poste de l'époque. Avant ça, il n'y avait que les Romains qui faisaient mieux. Mais bon, les Romains, ça fait un moment qu'ils sont plus là, hein, on est en 1300 et des boîtes. Et il a fallu attendre des services comme le télégraphe ou même le Pony Express, qui sont des services un peu plus connus de transmission de l'information et qui étaient aussi rapides ou plus rapides que les Mongols. Et ce service était tellement intéressant et tellement rapide et tellement efficace que même l'Empire russe a continué à l'utiliser bien très tard dans la vie de l'Empire russe, juste avant la révolution bolchevique. Ils continuaient à l'utiliser pour pouvoir administrer l'énorme empire qu'ils avaient. Et j'ai à peu près tout dit. Ah si, un petit fun fact, on a très peu de portraits d'humains mongols, parce que les Mongols étaient très friands de portraits artistiques de leurs chevaux. Ils en étaient très fiers. C'est pour ça que vous allez voir, il y a beaucoup d'illustrations qui en sont été faites par des Chinois généralement, et que j'ai pas pu beaucoup illustrer mes diapos, parce que justement, les Mongols adoraient leurs chevaux, adoraient représenter artistiquement leurs chevaux, ils en étaient fiers. Ils se représentaient par leurs chevaux, comparés même. Ok. C'est très important les chevaux pour les Mongols. Mais bref, je vous ai parlé du début de l'Empire, je vous ai parlé de son armée, je vous ai parlé de qu'est-ce que c'était la vie sous l'Empire, je vous ai parlé des conquêtes. Je vous ai pas encore parlé des conquêtes qui ont foiré. Ah, diapo suivante. Parce que bon, les Mongols, ils gagnent beaucoup, mais à un moment, ils trichent, monsieur l'arbitre, triche. Et ils ont subi de nombreuses défaites à de nombreux endroits. Mais il a fallu du temps pour qu'il y ait vraiment un vrai obstacle aux invasions mongoles. Et voici quelques exemples. Je vous ai représenté par des flèches les endroits où ça a échoué. Échouer est un grand mot, des fois, par exemple au Vietnam, qui est le Dai Viet et le Champa, qui étaient deux États qui représentent le Vietnam du Nord et le Vietnam du Sud, qui étaient complètement séparés à l'époque. Et par exemple, ces États, ils ont essayé de résister, mais ils sont juste devenus vassals. Ils n'ont pas été conquéris,
mais ils sont devenus quand même vassals de l'Empire. Donc, est-ce que c'est vraiment un échec de conquête? C'est un C'est à mi-échec. juger. quoi. Je ne savais pas que c'était un échec, je dirais que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. ouais. Voilà, pour citer des grands C'est un hommes, on voilà. continue. Un président qui cite un autre président, c'est beau. quand même. Et bien sûr, entre présidents. Mais les Mongols ont continué à conquérir et ils ont rencontré des obstacles, que ce soit en Inde où ils ont essayé de nombreuses invasions, mais ils n'ont pas réussi. Parce que le sultanat de Delhi était un empire aussi très puissant et qui savait se défendre. Ils ont essayé aussi des conquêtes navales, que ce soit au Japon, où ils ont essayé de conquérir par 2 fois l'empire japonais. Une première fois, je pense que le nom de Tsushima doit vous parler si vous êtes un grand joueur de jeux vidéo, parce que Ghost of Tsushima raconte un peu l'histoire de cette première invasion. Ok. Et la deuxième conquête, c'est simplement fait raser par un nom qui va aussi vous parler, le kamikaze. Le kamikaze. Ça vient de là. Littéralement, c'est vent divin. Et c'est le nom attribué à la tempête qui a massacré la flotte mongole lors de la deuxième invasion mongole. Une autre tentative qui a échoué navale, c'est à Java, en Indonésie. Sur l'île de Java, il y avait un roi qui était à la base vassal des Chinois. Mais quand les Mongols ont pris la place des Chinois, ils ont demandé les mêmes tribus et le roi a refusé. Donc les Mongols se sont vexés et ils sont partis conquérir ce royaume. Mais suite à une histoire vraiment où le roi, quand ils sont arrivés, était déjà mort, donc qui tuer quand l'expédition qui a été montée devait tuer quelqu'un, il est déjà mort, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont quand même essayé de conquérir et de mettre au pouvoir un vassal, mais ça a échoué parce qu'ils se sont fait avoir par des techniques de guérilla. Ils ont dû repartir bredouille et sans avoir jamais conquéri Java. Du coup, on tue quand même le roi. Non, on tue pas un roi qui est déjà mort. Il y a d'autres endroits où ils ont simplement échoué militairement. C'est pas simplement de malchance ou quoi que ce soit. C'est par exemple en Hongrie, où ils ont d'abord tenté une première fois de conquérir la Hongrie. Ils ont échoué parce que simplement leur khan était mort et selon la tradition mongole, toutes les armées doivent se retirer pour élire le nouveau khan. Et la deuxième fois qu'ils ont essayé d'envahir la Hongrie, les Hongrois ont compris leur leçon et se sont simplement équipés d'excellents chevaliers et de châteaux forts imprenables. Et les Mongols n'ont rien pu faire et se sont aussi repartis bredouille. Et enfin, la dernière défaite, qui est une défaite assez militaire, assez violente, ce sont les Mamelouks d'Égypte. Ce nom ne doit pas vous dire beaucoup, mais c'est les dynasties arabes. Et les Mamelouks, c'est l'unité des esclaves, en fait, qui ont été récupérés par les Arabes, qui ont été élevés dès leur plus jeune âge selon la tradition musulmane, et qui sont au service des dynasties arabes, et sont simplement infligé une défaite militaire aux Mongols en employant des techniques qu'ils ont utilisées, des techniques de hit and run. Ah, Et ils ont simplement massacré l'armée parce qu'ils étaient juste plus efficaces. Donc voilà pourquoi l'Empire s'est pas continué à s'étendre, c'est parce que il s'est pris des branlées. Voilà, c'est aussi simple que cela. Ouais, au bout d'un moment, ils se sont dit, bon, faut les arrêter, quoi. J'ai vu la blague dans le chat. Oui, ouais, on te laisse continuer. Ouais, non, tu n'as On voulait pas ça part en vrille. On voulait pas t'interrompre, justement. Voilà. Et donc, on arrive à la diapo suivante. C'est le début de la fin. L'Empire a eu son apogée. Maintenant, c'est une lente descente aux enfers, une lente descente en ruine. Et ce début de la fin, ça commence avec Kubilai Khan. C'est le dernier grand Khan que je vous ai présenté au tout début. Et ce Kubilai, il a la formidable idée de rien à foutre de vos élections de Khan. Je participe pas. Et je suis le Khan. C'est en gros à peu près un coup d'État au nez et la barbe du vrai Khan qui a été élu, mais une guerre civile s'ensuit et c'est Kubilai qui gagne, parce qu'il a le soutien des Chinois. Il déplace sa capitale en Chine, à Pékin, enfin le nom à l'époque n'était pas de Pékin, mais c'est à Pékin, et il adopte vraiment les traditions chinoises et essaye de gouverner son empire depuis la Chine, et plus selon la tradition mongole. Ça fait qu'il y a beaucoup de tensions et très vite, les différents chefs mongols
vont se prendre, pardon, à nouveau, vont prendre leur distance et leur indépendance de ce Kubilai Khan et de la Chine où Kubilai fondera lui-même sa propre dynastie chinoise qui sera retenue dans l'histoire de la Chine. Donc, à la diapo suivante, je vais vous présenter cette fameuse dynastie, la dynastie Han. Voilà une petite carte pour vous situer à peu près tous les 4 morceaux de l'Empire qui ont été séparés. La dynastie Han, c'est une dynastie qui a duré de 1076 à 1368 et qui a été une dynastie chinoise aussi importante que toutes les autres dynasties, mais c'est l'une des rares dynasties d'origine étrangère à la Chine. Parce que, il faut savoir, les dynasties chinoises souvent ont été dominées par l'ethnie Han. Avant de faire des blagues sur des accents, c'est H-A-N. La dynastie Han, l'ethnie Han est à l'origine de beaucoup de dynasties célèbres des Chinois. Je les retiens pas. J'ai vu la blague. J'ai rigolé. J'ai pas pu m'en empêcher. Et cette ethnie Han est à l'origine de la dynastie qui succédera à cette dynastie Han, la dynastie Ming, qui sera à l'origine de beaucoup d'inventions technologiques qu'on connaît. La poudre à canon a été déjà développée à l'époque, mais c'est vraiment comment dire, développée à un point où elle a été efficace militairement. C'est grâce à cette dynastie Ming. Beaucoup d'œuvres artistiques ont été faites sous la dynastie Ming. Mais bon, comme toute dynastie, elle a eu une fin. Et ce sera la dynastie Qing, qui sera d'origine mandchourie, un autre peuple du nord de la Chine, qui fondera sa propre dynastie et qui s'éteindra juste en 1912. Donc, vous voyez, en 3 dynasties, on se rapproche quand même de notre époque moderne. Bah ouais, c'est clair. Après, t'es mal à la taille des dynasties, enfin la longueur oui, temporelle des dynasties. C'est pour ça, c'est impressionnant. Ouais. Ça a duré 300 ans presque chacune, donc oui, je peux comprendre. Ça fait 900. Ouais. Presque un millénaire. Exactement. Ah bah les dynasties en Chine, ça remonte encore plus loin. C'est ça qui est assez incroyable dans l'histoire de la Chine. Mais je vous ferai pas une chronique sur l'histoire de la Chine, on en aurait pour 3 heures. C'est parti. Une chronique spéciale. Ouais, on va éviter. Par contre, la prochaine morceau de cet empire, à la diapo suivante, c'est la Horde d'Or. C'est, je pense, le morceau de cet empire, le Khanat, qui vient de Khan, comme roi vient de royaume, ou plutôt roi donné royaume, je sais pas dans quel sens. Mais c'est ce Khanat, la Horde d'Or, qui est la plus connue souvent, déjà parce que le nom est classe, on peut pas dire autrement. Mais aussi parce qu'elle a eu une grande influence en Europe, puisqu'elle était en contact direct avec l'Europe, qu'elle a mis à mal la Russe, qui était une sorte d'empire de royaume, de confédération de petits royaumes qui était avant la Russie, d'où le nom, la Russe a donné Russie, assez simplement. Et c'est avec cette rivalité entre la Russe et la Horde d'Or que se fondera ensuite les tsars russes, avec notamment Ivan III, prince de Moscou, un simple titre, mais qui mettra à mal l'armée de la Horde d'Or jusqu'à prendre son indépendance véritable contre cette Horde d'Or qui vivait ses derniers instants. Et c'est aussi le Khanat qui a duré le plus longtemps, jusqu'en 1502, pour vous dire que ça a été une grande influence. Elle a continué à faire des raids en Europe ou dans les différents empires, et c'est aussi ça qui fait que les Khanats sont indépendants, c'est que des fois ils se faisaient la guerre entre eux, qui n'étaient pas non plus copains. Pas au début, mais ensuite, en fonction de leur indépendance, ils suivaient leur propre politique, des fois même leur propre religion. Par exemple, les 3 Khanats de l'Ouest avaient adopté l'islam en tant que religion d'État, tandis que la dynastie Han était bouddhiste, comme toutes les dynasties chinoises. On peut passer ensuite aux autres dynasties, autres Khanats, à la diapo suivante. Celle de l'île Khanat, qui est l'une des Khanats les plus tardives, qui se base vraiment sur la Perse, tout ce qui est l'Iran actuel et le Moyen-Orient, et qui va être en contact direct aussi avec
les fameux Mamelouks d'Égypte que je vous ai présentés, et donc les dynasties arabes, et sera en conflit direct, et se fera ensuite un peu, disons, bully, un peu harcelé par ce qui deviendra plus tard les Ottomans, l'Empire ottoman. Ça doit peut-être vous parler. Le fameux, oui. Classique. Voilà, et aussi quelques dates, j'aime bien rajouter, ainsi que le nom du fondateur, mais c'est pas des informations très importantes que vous devez retenir. Et enfin, le dernier khanat, le khanat un peu central, à la diapo suivante, c'est le khanat de Jagatai, qui est le nom vient de Jagatai Khan, c'est vraiment le nom le plus basique qu'on aurait pu trouver. Et ce khanat est un peu celui qui a eu le moins d'influence sur le monde. Il a juste cherché à conquérir l'Inde, mais n'a jamais réussi. C'est celui aussi qui a eu le moins d'influence sur le monde extérieur. Comme vous voyez, il est au centre des autres khanats, donc pas vraiment d'interaction directe avec d'autres empires et d'autres royaumes. Mais un fait assez intéressant, c'est sur les ruines de ce khanat, quand il viendra sa perte, sa lente de chute, que se bâtiront un autre empire avec un autre chef très connu. Si je vous dis le nom de Tamerlan, peut-être que ça vous parle. Tamerlan, c'est J'ai dû entendre. oui, c'est un peu l'équivalent de Attila, Ok. si vous connaissez les Huns. Mhm. Ouais. C'est un peu l'équivalent de Genghis Khan, si vous connaissez les Mongols. C'est D'accord. le chef de l'empire timuride. Et ce Tamerlan a beaucoup fait parler de lui, et à tel point qu'on le connaît en Europe comme étant un de ses grands concurrents, alors qu'il n'a jamais vraiment mis les pieds en Europe. Et ce Tamerlan conquérera une grande partie de l'île Khanat et du Khanat de Jagatai pour former son propre empire, qui lui-même donnera naissance à un autre empire, l'empire moghol. Si le nom vous fait penser à mongol, c'est normal. C'est mongol, ça se ressemble. Et ce sera un empire qui, cette fois, dominera l'Inde. Et ce sera plus dans des influences de l'islam, des Perses. Et cet empire est intéressant pour une simple raison. Déjà, il est à l'origine du plus célèbre monument d'Inde, le Taj Mahal. Ça, je pense que ça va vous parler. Et il sera aussi en conflit direct avec un empire que je pense que vous connaissez, l'empire britannique, avec le Raj britannique, l'Inde britannique. Et Bien ça sûr. sera sur les débris de cet empire moghol que se bâtira l'Inde britannique, et donc toute l'histoire qui en suit avec l'Inde, le Pakistan, Gandhi, il y a aussi le Bangladesh, et toutes ces histoires, et donc l'Inde moderne. Vous voyez, en simple cause à effet, on arrive facilement à revenir à nos temps modernes. Eh oui. Donc, je pense que c'est un peu la fin de l'état des lieux de cet empire. Mais maintenant, on peut se poser la question, à la diapo suivante, c'est quoi les conséquences de l'existence de cet empire? Pourquoi on en parle? Pourquoi il est connu? Parce qu'il était le plus grand, ok, c'est sympa, mais si t'en fais rien de cet empire, c'est pas très intéressant. Il y a peut-être un truc, si je vous parle des différentes conséquences de l'empire, il y en a eu beaucoup et je pourrais vous en parler pendant longtemps, c'est la route de la soie. Ce nom dont vous parlez. C'est la route commerciale la plus connue de toute l'histoire de l'humanité. C'est là où traversaient beaucoup de marchands qui transportaient de nombreuses marchandises venant de Chine jusqu'au bassin méditerranéen, avec beaucoup de marchands. Et cette route est très ancienne. Elle date autour de moins 100 avant JC et 300 après JC. C'est à peu près dans cette zone-là qu'on établit son début. Et elle continuera d'exister jusqu'à les Mongols, où ce sera la dernière fois où elle sera au firmament, elle sera beaucoup utilisée par les marchands. C'est pendant la Pax Mongolica, parce que je vous ai parlé de l'Empire mongol, mais je ne vous ai pas parlé de la Pax Mongolica. C'est du latin, ça vient de la Pax Romana, et de la même façon que cette paix romaine était une paix de plusieurs siècles, où il n'y a pas eu de conflit majeur, cette Pax Mongolica était une phase de paix où pendant un siècle, il n'y avait pas beaucoup de conflits majeurs au sein de l'Empire, même parmi les différents khanats que je vous ai présentés. Et c'est pendant cette période que la route de la soie a pu se développer, et avec pas mal de marchands qui sont connus de nos jours, notamment un certain Marco Polo. Ça doit vous parler. Oui. Ce Marco Polo est Je connais pas. assez connu, je pense. Ça serait difficile de dire le contraire. Et il a servi sous le khan Kubilai Khan, que je vous ai déjà présenté.
Il a servi pendant une vingtaine d'années. Il est revenu en Europe. Il a écrit son livre témoignage de son aventure qu'il a commencé juste à 17 ans, hein, pour rappel. Il est parti de 17 ans à Venise pour revenir que une vingtaine d'années plus tard. Et nombreuses idées, marchandises, idées culturelles, idées technologiques ont traversé la route de la soie. Et donc rien que la route de la soie en elle-même a une grosse influence sur notre monde moderne. C'est comme ça qu'on a appris d'ailleurs pendant l'Empire mongol, c'est grâce à cette route de la soie que des diplomates, des marchands sont allés jusqu'en Mongolie et ont appris les distances du Japon. Jusqu'à là, on ne connaissait pas, nous, Européens, les distances du Japon. On savait que la Chine existait et qu'il y avait une île après qui s'appelait le Japon. D'accord. Wow. Et oui, c'est comme ça que les premiers Weeb ont été sont nés. Je me suis retenu à la faire. C'est les Weeb originels. Et, qu'est-ce autre information? Ah oui, une petite information aussi, une petite chose qui est transitée par la route de la soie, mais qu'on aurait aimé qu'elle n'aurait pas été transitée. Diapo suivante. C'est la peste noire. Je pense que ça, je pas J'allais dire le besoin Covid. Introducing la peste noire. Oui, la peste noire, elle a commencé dans les plateaux tibétiens, au Tibet, en étant juste une puce sur les marmottes du Tibet, et a simplement transité de la Mongolie jusqu'à l'Europe, où elle a tué 3/5 des gens en Europe. Voilà. Ouais, c'est colossal. Mal. Oui, et on accrédite souvent l'une des causes de la Renaissance, ça a été... Ouais. Belle peur. Non, c'est vrai qu'on se rend pas compte. C'est petit joueur, quoi. Oui, c'est abusé. Hein. Mais oui, ça a été un gros choc et on pense que l'une des causes de la Renaissance, ça a été ce choc démographique, ce choc mortel sur les différents artistes qui sont commencés à se remettre en cause sur leur foi en Dieu, qui avait quand même lâché cette peste noire sur le bon peuple d'Europe, les bons catholiques. Et autre conséquence aussi, c'est qu'avec la fin de l'Empire mongol, la route de la soie n'est plus aussi utilisée. Et surtout, les Ottomans arrivent, bloquent cette route de la soie, et les Européens se disent « mince, on veut notre soie, on veut notre épice, qu'est-ce qu'on fait ?» On prend le bateau, on part à l'ouest. Et donc, l'Empire mongol, parmi ses nombreuses conséquences, a aussi essayé de pousser les Européens à aller chercher une nouvelle route en Amérique, à faire des colonies à travers tout le monde. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est retrouvé dans une situation où l'Europe a été si puissante. C'est parce qu'elle a découvert de nombreux empires, nombreux territoires. Donc voilà. C'est pour ça que cet empire est si important et qu'on, malheureusement, on n'en parle pas beaucoup dans nos cours d'histoire parce qu'on n'a pas le temps de faire tout le programme scolaire. Alors, parler de l'Empire mongol, bon... Ouais, c'est déjà... Mais on le connaît beaucoup de noms et on comprend mieux pourquoi, du coup. il y a des choses derrière, quoi. Ouais. Wow. J'ai pas parlé de tout, mais déjà, je pense que la chronique est déjà assez longue. Je regarde que le timer s'est un peu stoppé, donc... le timer, il s'est stoppé quand on a... Quand ça crache. Non, en gros, il a dit, c'est trop là, c'est trop pour moi là. Ça fait 1h08 à peu près. Ah oui, parce que le stream a repris, ouais, ok, ça fait une demi-heure plus 38 minutes. L'habituel crash des chroniques. Bon désolé pour cette chronique longue. J'avais beaucoup de choses à dire. Tant que Maxime est encore là, c'est bon. Oui. Pour conclure, mais je suis toujours là, t'inquiète pas. Mais justement, c'est ce que je dis. Vu que t'es encore là, c'est que tout va bien. T'inquiète pas. Merveilleux. Bon, j'avais aussi parlé auparavant de Tamerlan et de l'Empire mongol, mais je vous en ai déjà parlé, donc je n'en ai pas reparlé. Et donc, pour conclure sur cette chronique, j'espère que je vous ai appris plein de choses. Je pense que c'est le cas. Et que je vous ai montré aussi que rien que l'histoire avec les cochons, que l'histoire s'est remplie de plein de choses très marrantes, très bizarres, et qu'il y a plein de sujets intéressants dès qu'on prend le temps de mettre son nez dans les livres d'histoire ou simplement sur les pages de Wikipédia. Parce que Wikipédia est une énorme source d'informations et l'histoire n'en est qu'une. Félicitations, monsieur. Là, c'est... Clap. Merci. Clap. Je te confirme que j'ai appris beaucoup de choses perso. Comme prévu, finalement. Comme prévu.
Alors, maintenant, il faut transitionner. Alors maintenant, comment tu vas faire? Eh bien, au cours de cette chronique, nous avons parlé de nombreux conflits et de guerres. Et Maxime, dans la sienne, va nous parler d'autres guerres. C'est l'heure de la chronique de Maxime sur Enigma. Bastien, je te rends l'antenne. Voilà. You gotta put your past behind you. Look, kid. Bad things happen, and you can't do anything about it, right? Wrong. When the world turns its back on you, you turn your back on them. Well, that's not what I'm saying.